الله. سنفتتحان الندوة بمحاضرتين، الأولى للأستاذة إيفيت فيري والثانية للأستاذ حبيب محمد أولو. Mesdames et messieurs, bonjour. La première conférence vous sera présentée par le professeur Yves Veyré. Le professeur Yves Veyré est agrégé de géographie. Il a été maître de conférence de géographie physique à l'université de Clermont-Ferrand, puis professeur à l'université de Paris 7 de Denis Diderot, avant d'enseigner la géographie physique et l'environnement à l'université de Paris 10 à Nanterre. Il est aujourd'hui professeur émérite. Elle est spécialiste en paléo-environnement, l'environnement, le risque, le développement durable et la vie durable. Elle a travaillé sur le paléo-environnement en Scandinavie, en France, au Québec et en Émirats. À l'école normale supérieure de Saint-Cloud, elle a travaillé sur l'érosion des sols et les mutations qui ont marqué les paysages agricoles dans le cadre de la politique agricole commune. Elle a travaillé sur les risques naturels et continue à travailler sur cette thématique. Elle a dirigé un séminaire à l'École nationale des ponts et chaussées sur ce thème jusqu'en 2014 et depuis 12 ans. Elle présente cette problématique dans d'autres écoles d'ingénieurs. À partir de la thématique des risques, le professeur Yves Veyré travaille aujourd'hui sur le développement durable et l'économie sociale et solidaire. Le professeur Yves Veyré a été président du Comité national de géographie, section française de l'Union géographique internationale, UGI. Elle a été membre représentant la géographie au Conseil national des programmes au ministère de l'Éducation nationale. Il a été vice-président du Conseil scientifique de l'Association française et protection contre les catastrophes naturelles, et elle est toujours membre de ce conseil. Il a eu et a encore une importante activité en direction du grand public. Elle est souvent invitée pour parler des risques de leur gestion ou de développement durable dans divers établissements, conseils régionaux ou généraux, communes ou autres associations. Yves Veyré est l'auteur de plus de 100 publications, dont une douzaine d'ouvrages publiés comme seul auteur ou en collaboration. Et pour terminer, le professeur Yves Veyré est titulaire des palmes académiques et des chevaliers de la Légion d'honneur. Enfin, je laisse la parole à ma professeur Yves Veyré qui va inaugurer ce colloque par une conférence intitulée « Développement durable et risques des interactions sociales, économiques et écologiques ». C'est à vous la parole, professeur. Merci. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous et de venir parler d'une question sur laquelle je travaille, comme vous l'avez compris, depuis de nombreuses années. C'est une question qui est tout à fait fondamentale aujourd'hui, que celle du développement durable, parce que c'est notre avenir, maintenant que nous sommes 7 milliards, 8 milliards bientôt, de personnes sur la Terre. Il faut partager les ressources, il faut gérer l'environnement, le gérer correctement, et donc faire du développement durable. Alors, je vais donc essayer d'associer les deux, et de démarrer par une photo qui date de mai-juin 2016, Paris inondé. Vous reconnaissez la tour Eiffel, au moins une photo. Et il s'est passé une grosse inondation que personne ne pensait capable de survenir. Tout le monde pensait qu'avec la technologie que nous avons, nous n'aurions plus de ces problèmes. Évidemment, ça n'est pas le cas. Regardez cette autre photo, cette fois-ci c'est l'effet d'une grosse tempête, d'un cyclone à Haïti, avec, dans un contexte où la population est très pauvre, puisque plus de la moitié de la population vit avec moins de $1 par jour, et les différents cyclones qui sont survenus, je ne parle même pas du tremblement de terre, les différents cyclones qui sont survenus ont coûté plusieurs milliards de dollars à un pays qui est extrêmement pauvre. Alors on comprend bien que la question du développement durable, la question du développement tout court, du développement durable se pose face à ces catastrophes répétées, qui sont peut-être pas plus nombreuses que par le passé, on sait à voir dans le cas du changement climatique, mais qui sont en tout cas beaucoup plus efficaces, si je puis dire, et touchent beaucoup plus de monde, parce que la population a fortement augmenté au cours du XXe siècle. Alors le développement durable, qu'est-ce que c'est? Eh bien la définition est très connue, je reprends la définition de Gro Harlem Brundtland, Premier ministre de Norvège,
et qui préparait la conférence de Rio en 1992. Elle dit que le développement durable, c'est le développement. C'est important parce que ça veut dire que ça n'est pas la récession, ça n'est pas le recul du développement économique. Le développement qui permet de satisfaire nos besoins sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. C'est une définition ultra connue et qui pose un problème à chaque terme si on veut bien les analyser. Je vous ai dit déjà, développement, c'est un problème. Entre croissance, développement, tout le monde n'est pas d'accord. Question sur les besoins. Qu'est-ce que c'est que les besoins? Est-ce que c'est les besoins minimaux, boire, manger, ou beaucoup plus, bien entendu? Vous connaissez, vous savez tous que le modèle, c'est le modèle occidental, et qui, lui, consomme énormément de ressources. Question aussi autour de générations futures. Jusqu'à quand faut-il se projeter dans le futur pour gérer l'environnement, ses ressources? Donc, c'est une question évidente, une définition évidente, mais très problématique. Je rappelle simplement que ce développement durable, tel que je viens de rappeler sa définition, il est composé de 3 éléments, classiquement, qui se recoupent. Il oblige à prendre en compte la qualité de l'environnement, des ressources, le social, il veut plus d'équité sociale, moins d'inégalité, on va dire, et l'économie, c'est-à-dire la nécessité de continuer à produire. Alors, ce développement durable, il a aussi, donc il faut l'inscrire dans une dimension culturelle, et un des ouvrages que j'ai écrit dans le passé s'appelait plutôt « Des développements durables », parce qu'en fait, il faut tenir compte de la culture du groupe, qui est très différente selon les régions. Il faut tenir compte aussi, le développement durable implique aussi toute une dimension politique. C'est un objet politique, c'est-à-dire qu'il revient à prendre des positions éminemment idéologiques et politiques. Et c'est donc une notion tout à fait complexe, mais qui est tout à fait au centre de la géographie. Alors, les relations entre risque et développement durable, puisque c'est ce que M. Kérad m'a demandé de traiter, cette relation, elle se fait à plusieurs niveaux. D'abord, le risque ou les risques sont à l'origine du développement durable. Ça, c'est le premier point que j'envisagerai. Le développement durable est limité par les risques et les catastrophes associées. Et je verrai ensuite comment intégrer la gestion des risques dans les politiques durables, de durabilité. Je montrerai que ça n'est pas si simple, ce sera ma conclusion. Donc, premier point, les risques à l'origine du développement durable. Ça peut être surprenant, et finalement ça explique pourquoi, quand on travaille sur le risque, très vite, on s'interroge sur le développement durable. Eh bien, l'origine de ceci remonte à ce qu'on appelle l'ère des Lumières, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, où l'on voit se développer au XVIIIe siècle déjà, en Europe, une agriculture un peu plus productive, les premiers artisanats plus importants qu'au Moyen-Âge, et où, dès ce moment-là, un certain nombre d'auteurs, notamment l'économiste écossais Malthus, s'interrogent sur la pertinence de ce développement et sur les inquiétudes qu'il implique en termes de ressources, de gestion des ressources. C'est toute la politique malthusienne qui continue aujourd'hui à être présente dans de nombreux discours. Et elle va se prolonger, cette idée malthusienne, en particulier au cours du XXe siècle, lors des réunions qui sont faites autour d'un groupe en Italie, le Club de Rome, et qui publie Halte à la croissance, et qui va ensuite prôner, ses successeurs vont prôner la décroissance, et ce courant, donc, est toujours existant aujourd'hui. Il faut rappeler que dans le même temps, au XVIIIe siècle, il y a un autre courant qui est porté par Condorcet, que certains d'entre vous connaissent, qui est un grand, on va dire, philosophe français du XVIIIe, et qui insiste sur la valeur du progrès, sur l'importance du progrès pour le devenir de l'humanité. Donc déjà 2 courants, et ces différents courants vont se rejoindre, les différents aspects vont se rejoindre pour aboutir au développement durable. Alors toujours le courant économique que j'ai évoqué autour de Malthus et
des actions anthropiques sur les ressources, mais aussi va naître au XIXe siècle un courant écologiste. Le terme n'est pas encore créé, mais c'est la même chose. Ce courant écologiste, il insiste sur la dégradation de la nature et sur sa protection. Il travaille sur la faune et la flore. Les premières grandes réunions qui ont lieu à Paris, d'ailleurs, à l'échelle internationale, portent sur la protection des saumons du Rhin, parce qu'en fait, avec l'industrialisation, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'espèces disparaissent, et en particulier les saumons du Rhin, et il y a l'équivalent aussi pour les grands animaux, la grande faune africaine, dès le début du XIXe siècle. Alors, à partir de là, cette idée de protection de la nature rejoint tout un courant américain qui, lui, a une autre finalité ou un autre aspect. Il est lié au religieux, il est lié au protestantisme et à la volonté de protéger des espaces de nature, création divine, contre la dégradation des hommes qui se conduisent mal par rapport à la nature. Alors, c'est ce double courant économique et écologique qui, au XXe siècle, vont donner le développement durable. Alors, bien entendu, je ne vais pas vous commencer tout ça parce que je n'ai pas de temps, mais j'ai rappelé les grandes conférences, les grands événements, et vous voyez que le développement durable apparaît à partir des années 80 dans un ouvrage préparatoire à la conférence de Rio, le sommet de la Terre de 1992. Et à partir de là, le développement durable va être très largement diffusé, notamment par les ONG. Il travaille ou il implique essentiellement une approche globale, c'est-à-dire qu'il va travailler à Rio sur les thèmes qui sont évoqués, la forêt et la déforestation, bien entendu, la désertification qui concerne en particulier le Sahel, mais également les marges sud du Maroc et du Maghreb, et d'autres régions, comme par exemple certaines régions chinoises. Il va travailler aussi, où il va insister cette approche du développement durable à Rio sur l'eau, la question de l'eau et des ressources en eau, et il va aussi insister sur le climat et le changement climatique. Et définir ces différentes données, forêt, eau, changement climatique, désertification, ça renvoie plutôt au sol, il va définir ceci comme des biens communs de l'humanité. Biens communs de l'humanité qu'il faut protéger, qu'il faut gérer, évidemment, autrement que nous le faisons en général. Cela implique, et ça a été une défense très importante proposée par les ONG, cela impliquerait un gouvernement supranational, une vision internationale qui évidemment n'est pas le fait aujourd'hui parce qu'il y a énormément de conflits. Je vous ai dit, traiter de l'environnement et du développement durable, c'est traiter des conflits entre acteurs à différentes échelles, que ce soit celle des nations ou celle de toutes petites régions. Alors, le risque, vous voyez, il est tout à fait présent dans le développement durable, puisqu'il est pratiquement à son origine, l'inquiétude pour les ressources, pour la biodiversité, pour la faune et la flore, et puis aujourd'hui, bien sûr, risque naturel aggravé par le changement climatique, et qu'il faut traiter à la fois globalement et localement, risque lié à l'eau, qualité, quantité d'eau, là aussi, aspect aggravé par le réchauffement climatique, risque lié à l'érosion des sols et donc désertification, problème de biodiversité aujourd'hui, et tout ceci ne peut que se traduire sur la santé des populations et sur leur devenir. Par conséquent, on voit bien le lien très fort qui lie risque et développement durable. Alors, deuxième point, je vous l'ai dit, les catastrophes, les risques et les catastrophes sont des freins au développement durable. Le constat, c'est que les crises sont nombreuses, liées aux aléas naturels, au changement climatique, des crises aussi technologiques, risques technologiques liés aux activités humaines, et qui ont là aussi des effets sur la santé. Et puis, il y a d'autres risques, d'autres crises, que je ne traiterai pas évidemment, je vais surtout me cantonner au risque naturel et un peu au risque technologique. Je rappelle que ces risques et ces crises ont des effets extrêmement importants.
Regardez par exemple, dans le Var, en 2010, il y a eu une très grosse pluie, 300 mm en quelques heures, très grosse inondation, 3 milliards d'euros à rembourser très rapidement. Ça, c'est les coûts matériels, les coûts humains aussi. Il peut y avoir des morts. Lors de l'événement qui a affecté le littoral atlantique, il y a eu 50 morts en France. Ce sont des coûts humains importants. Et donc, ça, c'est les coûts immédiats. Puis vous avez les coûts directs liés aux bâtis, plus ou moins affectés, liés à ce qu'on appelle les infrastructures critiques, c'est-à-dire les réseaux d'eau, réseaux d'électricité, etc. Et outre ceci, il y a des dégâts qui sont aussi à chiffrer, qui sont, comme dit, différés. C'est en particulier les dégâts en termes d'image d'une région. Imaginez la Bretagne qui a été affectée par des grosses marées noires liées à des bateaux de mauvaise qualité, des vieux bateaux. Eh bien, l'image de la Bretagne pour le tourisme a été affectée pendant plusieurs années. Il y a eu des conséquences en termes économiques considérables. Et puis, il y a des conséquences indirectes, c'est-à-dire liées à la sous-traitance, parfois très loin du lieu d'origine de la catastrophe. Il y a des personnes qui sont mises en chômage, etc. Alors tout ceci, c'est un frein au développement et un frein au développement durable en général. Les risques et les crises associées, je vous l'ai dit, si on suit les travaux de l'UNESCO notamment, montrent qu'elles peuvent engloutir une part importante, notamment dans les pays en développement, dans les pays les plus pauvres, une part importante du produit intérieur brut. Et elles font aussi, dans ces pays du Sud, souvent beaucoup plus de victimes que dans les pays du Nord, que dans les pays industrialisés, parce que ces pays du Sud sont souvent moins bien préparés que les pays riches. Donc, beaucoup de pertes et beaucoup de dégâts. Et puis voilà, les conséquences, c'est ça c'est pas du durable normalement, mais ça le devient. C'est l'existence de camps dans lesquels sont rassemblées les populations à Haïti, encore aujourd'hui, après non seulement la liste de cyclones que j'ai évoqués, mais aussi le grand séisme de Haïti, qui date de quelques années. Donc, évidemment, nous ne sommes pas dans le durable. Alors, les catastrophes, en général, je vous l'ai dit, entraînent des pertes de produits intérieurs bruts. Pour la période de 99-2000, regardez, le Bangladesh, qui est un pays extrêmement pauvre, a perdu 6% de son PIB, le Zimbabwe presque 10%, en fonction des catastrophes naturelles. Et regardez le séisme de Mexico de 1995, il a coûté 20% du PIB du Mexique. Donc c'est véritablement des effets calamiteux. Et André Ozer, qui a beaucoup travaillé sur le Maroc, que certains d'entre vous connaissent peut-être, rappelait en effet, il donne quelques chiffres qui sont assez parlants, que entre 1980 et 2010, les catastrophes naturelles ont provoqué 3 millions de victimes environ, de victimes directes, 1 milliard de malades et de sans-abri. Et sur ce chiffre, 85% sont dans les pays en voie de développement. La part du PIB perdu dans les pays en voie de développement est 20 fois supérieure qu'elle n'est dans les pays riches. Et ça aboutit à des déstabilisations de la société. Vous savez qu'aujourd'hui, on réfléchit sur les migrations d'origine climatique, par exemple. Alors, si je vois la situation dans les pays industrialisés, ça n'est pas rien non plus. Xynthia, la tempête Xynthia qui a affecté le littoral atlantique, qui a fait 50 morts, a coûté 6 milliards de dollars. Et aux États-Unis, évidemment, on n'a pas encore chiffré ce qu'allaient coûter les cyclones de cette année, mais ce sera certainement très considérable. Alors, encore André Ozer rappelle que la tempête Katrina aux États-Unis, en août 2005, a coûté 67 milliards de dollars de pertes assurées. En fait, avec les pertes non assurées, ça représente à peu près 150 milliards de dollars. Alors, ça ne nous dit pas grand-chose, hein, parce que c'est tellement énorme. Mais André Ozer rappelait la dette belge la même année, qui était de 260 milliards de dollars, c'est-à-dire quand même un peu...
c'est pas très différent des 150 milliards que j'évoquais pour Katrina. Et le PNB du Maroc, la même année, était de 43 milliards de dollars. C'est cité par André Hauser. Bon, ça veut dire qu'on prend bien là la mesure du drame que représentent ces catastrophes naturelles, drames différents dans les pays du Sud et dans les pays du Nord. Alors, juste un tout petit rappel rapide, les effets d'une crue à Paris, du type de celle qui s'est passée en 1910, c'est des projections, bien sûr, il faudra déplacer 1 200 000 personnes. Vous imaginez ce que ça représente? Et on ne sait pas du tout où on va les mettre. Tous les programmes ne sont pas clairs là-dessus. Il y aura 1,5 million de personnes sans électricité, autrement dit qui doivent quitter tous les immeubles en hauteur. Plus d'1 million sans eau potable, et ça entraînera une réduction du PIB de 3% sur 5 ans. Donc c'est tout à fait considérable, et on commence à s'en occuper un petit peu. Alors ce qu'il faut voir, c'est que les catastrophes sont inégalement réparties en quelque sorte, et que vous voyez que c'est l'Asie qui subit les événements, les aléas les plus importants, l'Amérique aussi, l'Europe pas tellement, et puis l'Afrique et l'Océanie pas énormément, mais je pense que dans ce tableau n'est pas indiquée la désertification. Alors je rappelle la définition de la catastrophe, c'est finalement la catastrophe, c'est la réalisation de l'aléa. L'aléa, c'est le processus physique ou technologique, et lorsque ce processus se réalise, on peut avoir une crise ou une catastrophe. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas forcément de rapport direct entre l'importance de l'aléa et l'importance de la catastrophe, l'importance socio-économique de la catastrophe. Et vous voyez d'ailleurs que si en France en particulier on appelle catastrophe tout événement, eh bien il va falloir distinguer en fonction de l'ampleur de la crise, puisque quand même on va parler de catastrophe à partir lorsqu'on a plus de 100 morts, et de super catastrophes quand on a plus de 1000 morts, et là on a des exemples importants en Bangladesh, en Chine, etc. Mais évidemment quand on subit l'événement, on considère personnellement que c'est une catastrophe, bien entendu. Mais en termes économiques et sociaux, c'est peut-être un peu différent. Alors, la catastrophe, elle est liée à un certain nombre d'aléas et de risques. Et en fait, voilà, les éléments de connaissance du risque et de la crise, on peut commencer à partir du risque, ou on peut commencer à partir de la gestion de crise. Quand la crise est survenue, c'est souvent ce qu'on fait en France. On commence par la gestion de crise, on envisage la post-crise, la reconstruction, la réhabilitation. On fait un retour d'expérience, c'est-à-dire on fait un bilan pour savoir ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Il est obligatoire statutairement dans la loi. Et à partir de là, on va essayer de limiter à la source le risque pour empêcher le renouvellement du processus. Donc c'est le cycle classique. Je rappelle que l'aléa, c'est le processus physique ou technologique. On parle aussi de danger pour la technologie. Et que le risque, c'est la perception de cet aléa. La perception, la gestion et des aspects donc vécus, gérés. Il y a toute une dimension sociale. N'oublions pas que dans un certain nombre de pays, l'aléa n'est pas perçu comme un risque. On le subit. On considère, c'était ce qui se passait au Moyen-Âge chez nous, dans les Alpes, où on considérait que c'était des punitions divines quand la moitié de la montagne de oui, c'est la Chartreuse, tombait dans la vallée dans la dépression de Chambéry. Et on disait, bah, oui, c'est qu'on a dérogé aux règles divines et Dieu nous punit. Donc ça, c'est très difficile de faire accepter le risque à des gens qui pensent ça, mais il faut savoir que s'ils ne le perçoivent pas, ils ne sont pas prêts à le gérer. Alors les aléas naturels et technologiques, je n'insiste pas. Les aléas climatiques, bien sûr, cyclones, tornades, tempêtes, jusqu'aux incendies que j'ai mis dans le climat, parce que parfois ils sont aggravés par le climat, par la chaleur. Les aléas géologiques, séismes, manifestations volcaniques, mouvements de terrain,
Et là, j'ai mis aussi l'érosion des sols qui constitue un phénomène tout à fait important. Il faut ajouter les aléas technologiques qui peuvent être des explosions, des incendies ou la pollution plus ou moins diffuse de l'air, de l'eau, etc. Alors, quelques rappels seulement sur l'aléa. L'aléa, on va le caractériser par son origine, naturelle ou technologique, par son intensité, c'est-à-dire, par exemple pour les séismes, sa magnitude. Ce n'est pas l'intensité des séismes, c'est autre chose. La magnitude, c'est la force du processus. Ou pour les cyclones, on va les caractériser selon une échelle qui s'appelle de Simpson, et on va dire que l'on a des cyclones qui vont de 0 à 5. On va caractériser aussi par leur probabilité de déroulement, en faisant de l'histoire, en allant chercher dans l'histoire les temps de retour qu'on va faire en termes de statistiques. Par exemple, on sait que la crue de 1910 à Paris, c'est une crue de temps de retour centenale. Alors, si bien que la population parisienne, en 2010, s'attendait à une grande crue. Et ils étaient tous surpris qu'elle n'ait pas eu lieu. Mais vous savez qu'en termes de statistiques, évidemment, ça n'est pas exactement comme cela qu'on raisonne. Mais on peut faire quand même des probabilités. On va analyser leurs enjeux, quels impacts, quels effets. Et on va aussi analyser, parce que c'est important, je viens de le voir, de le dire, la perception qu'en a le citoyen. Comment il perçoit, est-ce qu'il connaît le risque ou non. Alors, un simple rappel sur les inondations lentes, rapides, les inondations littorales liées aux tempêtes et les inondations liées littorales liées au tsunami. Et vous savez qu'aujourd'hui, y compris vos littoraux marocains sont directement concernés. Voilà quelques photos de ces crues avec des crues lentes en haut à droite. Des crues extrêmement rapides comme celles que vous connaissez ou qui sont peut-être parfois encore plus rapides chez vous, crues torrentielles, là c'est pris aux Antilles françaises, et puis les crues d'une ville sans cours d'eau, qui est Nîmes, en 1988, où il y a eu une énorme inondation, et pourtant à Nîmes, il n'y a pas de cours d'eau, c'est ce qu'on appelle l'inondation urbaine, on pourra y revenir dans la discussion si vous voulez. Alors, l'inondation de la Seine en mai-juin 2016, on ne sait pas combien ça a coûté pour le moment, et on sait qu'en tout cas, vous voyez, il y avait des gares qui étaient complètement inondées. Autrement dit, les transports étaient directement affectés. À la Nouvelle-Orléans, je vous ai dit que ça avait coûté presque 150 milliards, mais voilà, 250 000 déplacés, 134 milliards de dollars. 2005. Autre risque naturel, les mouvements de terrain, que vous connaissez très bien ici, notamment dans le Rif. Et ça, c'est un grand mouvement de terrain qui se déroule près de Nice, où il y a eu des morts. Et j'ai mis cette photo pour rappeler qu'en dépit des morts, il y a une grande stèle, parce que le glissement a emporté le vieux village. Eh bien, une partie de la population ne veut pas partir de ce lieu, alors qu'il est extrêmement menaçant. D'où la difficulté de se faire entendre. Parmi les mouvements de terrain, nous avons aussi, peut-être ça n'existe pas au Maroc, mais beaucoup de carrières souterraines sous les grandes villes et qui ont fait parfois, en 1961 en particulier, un certain nombre de victimes à Paris. Alors, voilà la carte des mouvements de terrain en France, d'un autre type que vous avez ici. C'est l'effet du retrait et du gonflement des argiles. Tous les sols argileux, les roches argileuses, se gonflent d'eau lorsqu'il pleut et se dessèchent très fortement en faisant de grandes fissures, vous connaissez ça. Et voilà, la France est affectée par ceci, des maisons qui sont affectées, et le résultat, c'est que c'est le risque qui coûte le plus cher par rapport aux inondations, c'est sans commune mesure, parce que là, il faut démolir la maison et la reconstruire. Les risques sismiques, voilà la carte officielle de l'État qui définit les zones sismiques en France métropolitaine. Ces risques sont assez moyens en France métropolitaine, ils sont très forts dans les Antilles, vous voyez, qui sont en marron. Et voilà alors dans une autre île des Antilles, qui n'est pas française, celle-ci, à Haïti, 2010, l'énorme tremblement de terre qui a fait au moins 200 000 morts, on ne sait pas très bien, 300 000 blessés, évalué à 14 milliards de dollars, et c'est pour ça que les gens sont toujours sous des tentes, ils n'ont pas été relogés,
Et c'est un cas d'espèce intéressant, parce qu'il y a eu une énorme mobilisation des ONG, et en dépit de cela, il y a eu une mauvaise gestion des finances. Les ONG n'ont pas su s'entendre pour gérer correctement les finances, et donc le résultat est tout à fait insatisfaisant. Mais ça, c'est assez général aussi. Autre risque naturel, les incendies, naturels ou anthropiques, bien entendu. Alors, je voudrais insister sur le fait que quand on travaille sur les risques et sur le développement durable, il y a une notion clé qui est la notion de vulnérabilité. Vous avez compris que l'aléa, c'est quelque chose face à quoi on ne peut pas grand-chose, il faut le subir, plus ou moins, mais on le subit plus ou moins en fonction de son degré de vulnérabilité. Et ça, c'est une notion sociale. La vulnérabilité, c'est un facteur qui aggrave la crise, et c'est aussi un indicateur de développement non durable. Alors, qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité? C'est à la fois un concept qui mesure le risque d'endommagement, le risque de dégradation, de destruction, donc on peut le mesurer en termes de coût, mais il faut voir que selon le groupe social, selon le milieu humain, la vulnérabilité est presque intégrée à l'histoire de ce groupe. C'est une propriété intrinsèque de l'histoire de ce groupe. Vous allez comprendre pourquoi. Quelques facteurs de vulnérabilité, c'est d'abord la densité. Plus vous avez de monde dans un endroit où se produit un aléa, et plus vous allez avoir d'effets induits et de drames. Donc les villes sont directement des espaces vulnérables. Les facteurs technologiques comptent aussi. Alors là, ils peuvent valoir pour la ville ou la campagne. C'est la mauvaise construction, la mauvaise qualité du bâti. C'est une mauvaise maîtrise de l'eau qui va renforcer l'inondation. C'est aussi des facteurs économiques. Les populations pauvres sont toujours les premières menacées et les premières affectées par les catastrophes naturelles. Il y a des facteurs culturels, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ignorance du danger ou l'acceptation du danger, et des facteurs institutionnels et politiques. C'est en particulier tous les facteurs liés à... Alors, lorsqu'il y a des lois, c'est le cas de la France, il y en a trop. Donc on a un millefeuille tellement difficile à gérer que finalement on a du mal à gérer la crise. Et on peut avoir aussi des lois non appliquées, c'est typiquement le cas de la Chine. La Chine a une législation en termes d'environnement très importante, mais très difficile à appliquer. Et puis on peut avoir aussi des pays où il n'y a pas de loi, du tout. Et en tout cas, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la corruption est toujours un facteur d'aggravation. Parce que la corruption justifie, par exemple, des mauvais traitements du bâti. On va détourner de l'argent, on construit à minima, et face au risque naturel, au risque sismique, c'est évidemment dramatique. Il y a des facteurs fonctionnels. Lorsque se produit la crise, on ne sait pas la gérer. Je vous ai dit, à Paris, par exemple, on travaille dessus, mais on ne sait pas gérer, pour le moment, une crise de type 1910. Et puis, il y a des facteurs que je dirais typiquement géographiques, spatiaux, c'est-à-dire que la vulnérabilité, elle peut être reportée en raison des systèmes de réseau qui lient l'ensemble de l'économie d'un territoire, d'un pays, voire du monde. Alors, la part de la catastrophe, on la voit parfaitement avec cet exemple, pris en Arménie et pris à San Francisco pour un séisme de même magnitude, autrement dit de même force, si vous voulez. En 1988, on était encore dans le système soviétique, magnitude donc 6, 9 et 7, c'est à peu près pareil. Dans un cas, au moins 100 000 morts, car vous savez, dans ce pays, on ne disait pas tout, hein. Donc il y a eu énormément de dégâts, plus de 500 000 sans-abri. Il y a eu beaucoup de pertes d'aménagements, hôpitaux, musées, etc. Des problèmes d'eau potable et des problèmes aussi d'énergie. Suite au séisme d'ailleurs, il avait fallu fermer la centrale nucléaire qui était la seule source énergétique du pays. Elle est située sur une belle faille, elle est réouverte aujourd'hui, ça n'est pas très rassurant. Alors dans le même temps, même séisme à San Francisco, 60 morts, bon c'est toujours trop, mais enfin par rapport aux 100 000 ou davantage, 12 000 sans-abri, très peu d'effets sur les bâtiments parce que là les contraintes en termes de construction sont fortes, construction antisismique,
et quelques dégâts sur les ponts, mais très très peu de choses. Et là, vous voyez, le facteur, c'est pas la nature, le facteur, c'est l'homme, c'est la société, c'est la vulnérabilité en l'occurrence. Alors, finalement, les grandes villes, et dans le monde, il y en a quand même beaucoup, sont des lieux par excellence vulnérables. Ce sont des espaces non durables, finalement, au sens de relation durable-risque. Et les métropoles qui se caractérisent par leur taille, par leur place dans l'économie régionale, nationale ou mondiale, par le fait qu'elles impulsent l'économie, tout ceci justifie qu'elles sont particulièrement fragiles. Alors là, je prenais l'exemple de Paris, évidemment, qui est particulièrement vulnérable puisqu'elle regroupe 50% des cadres commerciaux, etc. C'est une ville très importante. Regardez à Paris-Centre les activités économiques qui sont situées en zone inondable. Et j'ai pas mis le gouvernement français qui est aussi en plein en zone inondable. Alors, on comprend mieux cette notion de vulnérabilité quand on regarde la croissance urbaine, et le Maroc, je crois, est tout à fait dans ce cadre-là. Regardez l'agglomération parisienne en 1850, c'est ce petit point rouge là que vous avez, et regardez en 1994 la densité du bâti qui est traversée par la Seine et ses affluents. Et vous comprenez pourquoi. Là, c'est un facteur de vulnérabilité, parce que là, il y aura 1,5 million au moins de personnes concernées. Même chose pour les infrastructures critiques. Alors, ici, c'est les réseaux ferrés et les réseaux routiers. Et on voit bien qu'en cas de crue de type 1910, c'est-à-dire de crue au moins centennale, on aura tel type de réseau qui sera affecté, c'est-à-dire quand même à peu près tout le réseau de métro et une part du réseau routier qui rentre dans Paris et qui en sort. Autre infrastructure critique, une carte sur les eaux usées et sur l'électricité. Alors là, ce sont les zones de production d'eau potable et d'épuration des eaux. Ils seront tous sous l'eau. Voilà. Donc il faut y réfléchir quand même pour gérer le risque et faire une ville durable. Et l'électricité, pareil.